Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce 13h, Covid-19. Sur 153 tests effectués, aujourd'hui, 12 sont revenus positifs, dont 7 cas importés et 11 patients sont déclarés guéris. Tambacounda enregistre son premier cas contact Covid-19, un cas révélé positif dans la localité de Goudiri. Dans ce journal, les explications du gouverneur de la région de Tamba. Et puis, lutte contre le Covid-19, la sécurité se renforce, la police, la gendarmerie, la douane et l'armée ont toutes pris des mesures pour faire face à la propagation de la pandémie. Les détails dans ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 4 avril, décret numéro 2020-888 portant organisation de la cérémonie du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président de la République décrète, article 1er, les défilés militaires et civils, traditionnellement présidés par le chef de l'État, chef suprême des armées, pour la célébration de la fête de l'indépendance est remplacé pour cette année 2020 par une cérémonie de la levée des couleurs suivie de l'hymne national le samedi 4 avril 2020 au Palais de la République à 10 heures précises. Article 2. Il est sursis sur toute l'étendue du territoire national et tout autre défilé militaire et civil. Article 3. Le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur militaire du Palais de la République sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel fait à Dakar le 2 avril 2020, signé Macky Sall. Promulgation loi numéro 2020-13 habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19 et autorisant la propagation de l'état d'urgence. L'Assemblée nationale a adopté à sa séance du 1er avril 2020, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit, article 1er, dans les conditions prévues à l'article 77 de la Constitution, le président de la République est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux besoins d'ordre économique, financier, budgétaire, sécuritaire et sanitaire. Article 2. Un projet de loi de ratification est déposé devant l'Assemblée nationale dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l'ordonnance. Les délais fixés pour le dépôt de projet de loi de ratification d'ordonnance publiés avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de 3 mois lorsqu'ils n'ont pas expiré à cette date. Article 3. À la demande de l'Assemblée nationale, les autorités administratives communiquent toutes mesures prises et mises en œuvre en application de la présente loi. Article 4. Il est autorisé, au-delà de la période de 12 jours de l'état d'urgence déclaré par le président de la République, la propagation de celui-ci pour une période de 3 mois à compter de la publication de cette loi. Il peut être mis fin à l'état d'urgence par décret avant l'expiration du délai fixé par la loi prorogeant l'état d'urgence. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État, fait à Dakar le 2 avril 2020, signé Macky Sall. Par décret, la loi 2020-23 habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie Covid-19 a été promulguée par le chef de l'État. Synthèse de l'exposé des motifs avec Ibrahim Didjou. La lutte contre la pandémie du Covid-19 nécessite de la part de l'État la prise diligente de mesures fortes dont le respect par tous est un impératif de santé publique et de sécurité nationale. Il convient, face à cette crise sanitaire sans précédent, de consolider la résilience durable des populations, de mieux protéger celles-ci et de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation. Ainsi, après les premières décisions du président de la République visant à contenir la propagation de la maladie dans notre pays et la proclamation de l'état d'urgence, il importe de passer à une étape supérieure dans la prise en charge de la pandémie en prenant dans la célérité et en tant que de besoin des mesures exceptionnelles destinées à garantir la continuité et le fonctionnement optimal de l'État. Certaines de ces mesures d'ordre économique, budgétaire, social, sanitaire et sécuritaire relèvent du domaine de la loi. Aussi, pour éviter de devoir faire se réunir l'Assemblée nationale à chaque fois qu'il est question de prendre d'urgence des décisions
Est-il proposé le recours dans le cadre du présent projet de loi à l'article 77 de la Constitution qui dispose « L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la loi de ratification. C'est dans le respect de ces conditions prescrites par l'article 77 de la Constitution que l'Assemblée nationale, à travers ce présent projet de loi, habilite le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux besoins d'ordre économique, financier, budgétaire, sécuritaire et sanitaire. Le gouvernement tiendra l'Assemblée nationale informée des mesures prises ou mises en œuvre. Par ailleurs, le présent projet de loi sollicite de l'Assemblée nationale l'autorisation de prorogation de l'état d'urgence décrété par le président de la République au-delà de la période de 12 jours à compter de son entrée en vigueur. Covid-19 sur les 153 cas testés, ces tests effectués aujourd'hui, 12 sont revenus positifs, dont 7 cas importés. 11 patients sont déclarés guéris. On fait le point avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce vendredi 3 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 153 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 7 cas importés. Ces 7 cas importés concernent des compatriotes revenus d'un pays africain interceptés à la frontière le 29 mars 2020, puis placés en quarantaine à Vélingara. En dehors de ces 7 cas importés, nous avons 5 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 11 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 207 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 66 guéris, 1 décès, 1 évacué et 139 actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tambacounda a enregistré son premier cas Covid-19 contact suivi qui vient de se révéler positif dans la localité de Goudiri. Le gouverneur de la région de Tambacounda a fait face à la presse. Voici Mamadou Baldé, gouverneur de la région. Nous l'écoutons. Il s'agit d'un religieux qui aurait été en contact avec le shérif mauritanien qui était dans la zone de Médina Gounass dans les jours qui ont suivi le Dakar reporté. Il s'est présenté au centre de santé de Goudiri il y a 3 jours et lorsque les prélèvements ont été faits, nous les avons envoyés à Dakar. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la région de Tamba a enregistré son premier cas. À la suite de l'information, des mesures ont été prises en urgence. Au moment où je vous parle, le médecin-chef de région et ses équipes sont déjà déployés en direction du centre de santé de Goudiri. J'ai également déplacé dans l'urgence la brigade régionale d'hygiène pour les besoins de désinfection. Ensuite, il faudra désinfecter le centre de santé de Goudiri qui a reçu le malade il y a quelques jours. Nous avons également décidé
de confiner la totalité du village en question. À ce sujet, le commandant de Légion a tout à l'heure reçu les instructions et le déploiement des éléments pour encercler le village et ne permettre aucune sortie des populations de ce village en direction d'autres localités. Troisième mesure, nous avons décidé de confiner le département, si on peut s'exprimer ainsi. Ce que je veux dire, c'est qu'à compter de cette heure, aucun véhicule, qu'il soit particulier comme qu'il relève du transport, ne peut sortir de Goudiri en allant dans le sens de Tambacounda ou en essayant de gagner Kidira et cette zone. Je dois préciser que cette mesure ne peut souffrir d'exception. Le président de la République a décidé d'octroyer une aide alimentaire à 1 million de ménages sénégalais pour faire face au Covid-19. Comment ça va se faire? Qui seront les bénéficiaires? Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, a apporté des réponses à toutes ces questions dans le 20h d'hier. Par rapport aux bénéficiaires, comme vous l'avez annoncé, c'est 1 million de ménages qui seront sélectionnés. D'abord, nous allons partir sur une base. La première base, c'est le registre national unique dont nous disposons et qui avait fait suite à la sélection des ménages pour bénéficier du programme national des bourses. Ce registre unique comporte aujourd'hui 588 000 ménages, 045. C'est un registre qui est mis à jour régulièrement et même en cours de recertification. Et nous avons même les adresses jusqu'au niveau bénéficiaire, jusqu'au niveau ménage, numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est la première base. Parce que 1 million de ménages, il va falloir les rechercher. Donc nous nous sommes dit, d'abord, partons à partir donc, du registre national unique. Après, il va falloir rechercher le delta, la différence, qui est de 411 955 ménages. Alors, pour aller rechercher cette différence-là, on fait recours en réalité à 2 modèles de ciblage. D'abord, un ciblage géographique pour faire la répartition des 411 000 à l'échelle de toutes les communes du Sénégal, avec l'aide de l'ANSD, qui, avec la carte de la pauvreté et la démographie, fait des projections au niveau de chaque commune. Donc, cette répartition géographique et le ciblage géographique est déjà réalisé. Nous avons maintenant la répartition jusqu'au niveau commune de ce delta. Ensuite, au niveau des communes, nous allons faire appel maintenant aux gouverneurs de région, aux préfets de département, aux sous-préfets, aux maires et à l'ensemble, en tout cas, des organisations communautaires de base. Et au niveau de chaque échelle, il y aura une architecture d'organisation qui fera de sorte que la sélection se fera au niveau quartier, pour ce qui concerne les communes, anciennes communes, et nouveaux villages pour les communes rurales, entre guillemets. Alors, et ce sera à travers des assemblées populaires, donc présidées soit par le chef de village, ou soit présidées par des délégués de quartier, assistés par les relais communautaires, ou bien les APDC, et l'ensemble des couches de la population. Il y avait des directeurs d'école, en fonction des spécificités des zones, ou les associations, les badjanogor, etc., etc. Donc vraiment, ce sera un choix, disons communautaire, réalisé à partir de la base. La commune ne sera oubliée. Toutes les 553 communes que compte le Sénégal donc, vont en bénéficier. Toutes les communes. Ce matin, c'est vrai, j'ai entendu donc, quelques, informations peut-être innocemment dissipées, disant que Dakar, etc. Nous avons raisonné en termes de communes. Donc, le Sénégal a 553 communes parce qu'il y a une commune qui est en délégation spéciale, c'est la commune de Khelkop. Ouais. Sinon, après, les villes donc, étant des entités où il y a des communes, donc on ne comptabilise pas les villes parce qu'on risque de les comptabiliser 2 fois. Donc, on s'est limité uniquement étapes et, communes. Et toutes les communes du Sénégal, des 14 régions, 45 départements que compte le Sénégal, effectivement, seront bénéficiaires. Il n'y a vraiment aucune politisation, puisque même au niveau même des régions, à chaque étape, il y aura les forces de sécurité et de défense. Nous allons conseiller au gouverneur, déjà au niveau régional, qui est le commandant de légion, qui peut-être pourrait coordonner. Au niveau, par exemple, commune ou département, qui est les commandants de brigade.
et même la police à contribution pour que le processus soit bien verrouillé, soit bien transparent et soit bien contrôlé. Donc il n'y a aucun problème. Fermeture des frontières, des écoles et universités, interdiction de rassemblement, soutien aux familles. Depuis le 2 mars et le premier cas de Covid-19, le chef de l'État a pris plusieurs mesures pour arrêter sa propagation. S'y ajoute un fonds de 10 milliards CFA pour soutenir l'économie. L'état d'urgence a sorti un couvre-feu et une loi d'habilitation. Retour sur un mois de lutte contre le Covid-19 avec Issa Thiorogay. 2 mars, 2 avril, un mois de lutte contre un mal du siècle. Un mois sans répit, avec des défis immenses à relever, des mesures si importantes. D'abord, le 2 mars, premier cas déclaré positif. Dans un conseil présidentiel sur le coronavirus, le chef de l'État valide le plan national de riposte contre l'épidémie. Les moyens financiers sont renforcés et plusieurs événements sont suspendus. Journée nationale du nettoiement du 7 mars, Journée mondiale de la femme du 8 mars. Sa tournée économique prévue le 24 mars à Matam est également reportée. Ensuite, le 14 mars, alors que le coronavirus fait 5300 morts dans le monde, le chef de l'État prend de nouvelles dispositions, allant du renforcement du plan de riposte à la sensibilisation. Dans cette vidéo, il met l'accent sur la prévention surtout, qui de l'avis des experts médicaux est une arme redoutable contre le mal du siècle. Pour endiguer la propagation du virus, le chef de l'État interdit les rassemblements, suspend les classes de la maternelle au supérieur et ramène le défilé national à une cérémonie symbolique de prise d'armes au Palais de la République. Le 18 mars, le chef de l'État réaffirme son engagement à lutter contre le coronavirus et reçoit successivement les institutions, Assemblée nationale, Conseil économique, social, environnemental et Haut Conseil des collectivités territoriales. Le 23 mars 2020, le chef de l'État déclare l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Un fonds de 1000 milliards est annoncé, tout comme 50 milliards de francs CFA destinés à l'achat de vivres pour les plus démunis. Les présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême sont consultés. Toute la classe politique et la société civile sont reçus au palais, y compris le patronat, les acteurs culturels, la presse, les élus locaux, les syndicats. Puis, les 50 milliards de francs CFA destinés à l'achat de vivres sont revus à la hausse en Conseil des ministres pour être 69 milliards de francs CFA. Dans un élan d'unité, tout le monde affirme son soutien à la loi d'habilitation que les députés ont adoptée le 1er avril. Entre le 2 mars et le 2 avril, plusieurs dispositions ont été prises par les départements de l'économie, de l'équité sociale, de l'hygiène publique, des transports terrestres, du commerce, du sport, du tourisme. Bref, tous les acteurs institutionnels ou presque, étant entendu que c'est une guerre qui appelle la mobilisation générale contre un redoutable ennemi, le Covid-19, qui déteste la propreté et qui aime les rassemblements. Face au cas importé, le gouvernement prend l'option de fermer toutes les frontières, aériennes, maritimes, mais surtout terrestres. 4%, c'est déjà le taux des cas communautaires 2 mars, 2 avril, un mois qui n'a pas suffi à faire taire le Covid-19. Le combat se poursuit. La pharmacie nationale d'approvisionnement dispose d'un stock de sécurité de produits d'hygiène et en équipement de protection. L'assurance et de la directrice de la PNA, Dr Annette Seck-Ndiaye, recevait le ministre de la Santé. Il a insisté sur la nécessité d'approvisionner correctement les structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Omar Diaw. Que nul n'entre par ici s'il n'a pas les mains propres, fut-il un ministre de la Santé qui en assure la tutelle. Le thermoflash est appliqué à tout le monde comme le masque sur les visages. La PNA veille et cela commence par les produits d'hygiène. Que tout ce qui est gel hydroalcoolique et autres antiseptiques soit disponible. Je précise bien que cette disponibilité doit être en particulier pour les structures sanitaires et le personnel de santé. Rendre disponibles les produits d'hygiène dans toutes les structures de santé, la PNA dispose d'un stock conséquent de sécurité.
Le deuxième volet de sa stratégie concerne les équipements de protection. Équipement complet avec les combinaisons, les surchausses, les casaques, les gants de protection, les masques, plusieurs types de masques, les masques chirurgicaux, les masques FFP2. La gestion et la distribution d'autant de matériel sur l'ensemble du territoire national nécessitent une réadaptation des horaires. On travaille à feu continu. Nous avons mis en place un dispositif d'astreinte qui nous permet de travailler au-delà des heures réglementaires. Vous savez que les heures de travail ont changé, mais également de travailler le samedi et le dimanche, rien que pour satisfaire la demande. À côté des camions de livraison, la distanciation sociale et de rigueur, le dispositif satisfait le visiteur du jour. Chaque maillon de la chaîne joue un rôle essentiel. Il ne doit pas y avoir effectivement de faille à quelque niveau que ce soit. Le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, tient effectivement à ce que dans le dispositif de riposte, qu'il n'y ait pas de faille, surtout en termes d'intrants, en termes d'approvisionnement des points de prestation, notamment au niveau régional. Dans la riposte contre le Covid-19, la pharmacie nationale constitue le magasin d'armes. Son niveau de stock et ses capacités d'approvisionner la pyramide de la base au sommet sont réelles, ce qui rassure. Et puis, le monde de la culture est en deuil. Alioune Badara Diagne, dit Golbert, est décédé ce matin à Saint-Louis, sa ville natale, des suites d'une maladie. Il était aussi comme journaliste, il était aussi connu comme journaliste. Il était aussi connu comme journaliste à la station régionale de la RTS de Saint-Louis, communément appelée La Voix du Nord. Golbert s'est fait très utile dans le domaine de la culture, notamment avec la troupe théâtrale de Barayego. Il avait 79 ans et laisse derrière lui une radio Teranga FM qui portera à jamais sa voix. La RTS présente ses condoléances à sa famille. Une nouvelle tenue pour l'armée de terre sénégalaise. Il s'agit d'une tenue de couleur verte foncée. La confection est assurée par la direction de l'intendance des armées. Un changement d'uniforme qui s'explique par un besoin d'adaptation aux standards internationaux. Dans les locaux de la dite direction, tout s'accélère. Notre reporter Ibrahim Ondong nous présente la nouvelle tenue de l'armée de terre. Reportage. Photo de famille pour la présentation d'une nouvelle tenue. L'armée de terre sénégalaise change d'uniforme. Aux autorités toute la satisfaction et toute la fierté de l'armée de terre d'avoir sa nouvelle tenue, à l'instar des autres armées, notamment l'armée de l'air et la marine nationale. Nous en sommes très fiers et cette nouvelle tenue vient à son heure, n'est-ce pas, au moment où sur le plan mondial, n'est-ce pas, le vert tend à devenir vraiment la couleur de l'armée de terre. Un besoin d'adaptation pour s'arrimer aux standards internationaux. Le regard dans le rétroviseur nous permet de mieux comprendre ce changement. Quand vous regardez l'iconographie qui illustre l'activité de l'armée coloniale, vous vous rendez compte qu'il y a les couleurs kaki et les couleurs blanches, même si c'est en noir et blanc. Et les militaires sénégalais, ou en tout cas les militaires africains qui étaient dans ces unités, étaient dans la même tenue au même titre que les militaires français. Nous avons accédé à l'indépendance en conservant cette tenue et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'armée de terre est dans la tenue kaki. La tenue kaki est désormais rangée dans les tiroirs de l'oubli. Avec cette nouvelle tenue, la qualité est renforcée. Il y a 60% de coton et 40% de polyester. Donc vous vous rendez naturellement que ce tissu-là, par rapport à l'ancien tissu où nous avions 30% seulement de coton et 70% de polyester, le confort ne peut pas être le même. Il y a également le fait que la tenue sera moins salissante avec la couleur verte. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Une autre caractéristique, c'est que le tissu-là que nous avons actuellement, c'est un tissu qui offre une bonne résistance de la tension et une bonne résistance à la déchirure. Une tenue kaki qui sera désormais remplacée par celle-ci. Une tenue de couleur verte foncée.
Dans les ateliers de confection, les machines tournent à plein régime. En général, notre atelier, l'atelier de confection est composé de 4 chaînes de production. Bon, le travail se fait à la chaîne. On est focalisé sur le travail des nouvelles tenues. Mais en général, notre confection, notre travail consiste sur les tenues de combat. C'est le même rythme que l'on constate dans les autres ateliers, comme celui-ci dédié à la confection des tenues officiers. L'atelier sur mesure officier est spécialisé sur les tenues officiers, sous-officiers et même MDR. L'atelier est spécialisé sur des casquettes, fabrication des casquettes, fabrication des tenues MDR, sous-officiers, officiers et les effets spéciaux que les militaires portent. Avec la montée en puissance de la direction de l'intendance des armées, l'ensemble des tenues ont été digitalisées. Toutes les tenues que portent les militaires sont digitalisées dans ce système. Ce que vous voyez ici, c'est la tenue numéro 2, avec toutes les pièces qui composent la tenue. Avec ce système, la coupe est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise. On peut couper jusqu'à plus de 500 tenues en une journée. Auparavant, la coupe se faisait de façon manuelle, ce qui nous causait un retard énorme. Ce qui se résume à un gain de temps et de précision dans le travail. Au moment où le Covid-19 fait des ravages dans le monde, la direction de l'intendance des armées participe au combat avec la fabrication de masques. Nous sommes au niveau de l'atelier soutien qui, comme son nom l'indique, ça a soutenu les autres ateliers en cas de forte production. Mais depuis 2017, l'atelier est devenu autonome. Donc l'atelier est en mesure de faire des tenues pour notre 12e bataillon d'instruction. Là, compte tenu de la situation et sur instruction du commandement, on est en train d'expérimenter des masques de circonstance. Des masques de circonstance pour une cause noble. Combattre le Covid-19 à tout prix. Et pour livrer les commandes à date échue, pas de temps à perdre. Ici, on appuie sur l'accélérateur. La douane, en croisade contre le Covid-19, en plus des mesures d'hygiène préconisées, l'administration des douanes a pensé réduire le temps de présence de son personnel dans les bureaux et défini un protocole de surveillance et de contrôle pour ces unités aux frontières. Objectif, maintenir les hommes et les usagers en bonne santé pour une mobilisation de recettes optimales et la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Le télétravail et la dématérialisation sont au cœur de la riposte contre le Covid-19. Salif Seck. Calme plat au bureau des douanes de Dakar Port Centre, d'habitude bondé de monde en cette heure de la journée. Ici, un dispositif spécial est mis en place pour faire respecter les règles d'hygiène. Les usagers sont tenus de se laver les mains avant d'y entrer. Je salue cette mesure, que chacun fait ça. C'est comme ça qu'on peut faire pour se sauver. Le personnel aussi se soumet. Je me plie aux règles d'hygiène édictées par les autorités étatiques. Autre mesure prise par la douane pour lutter contre le Covid-19, la réduction de l'effectif. Au niveau également donc, des usagers, donc, les mesures qui ont été prises, c'est vraiment de restreindre, n'est-ce pas, donc, l'entrée donc, des usagers donc, au bureau. Ce qui s'est passé, c'était que chaque personne pouvait faire lui-même ses opérations de douanement. Pour éviter que cette maladie se propage, on a instruit au commissaire de douane de désigner un représentant capte à faire toutes les opérations, n'est-ce pas, concernant donc, son bureau. Seule dans un bureau, cette vérificatrice permute désormais avec sa collègue. Que nous ne recevons pas plus d'un usager dans les bureaux et nous respectons, comme vous le voyez, la distance réglementaire d'au moins 1 mètre. Nous utilisons dans l'exercice de nos fonctions des gants, des masques, mais également des solutions hydroalcooliques. Nous portons l'information auprès de nos familles et voisins, car nous sommes également des vecteurs de lutte contre cette pandémie. On fonctionne maintenant sous forme de roulement. Même pour les vérificateurs, on a divisé le nombre de vérificateurs par 2. Chaque groupe travaille une semaine. Le premier groupe travaille cette semaine, la semaine d'après, l'autre groupe vient travailler. Dans ce bureau, la dématérialisation est au cœur du dispositif. Nous avons pris les devants depuis plusieurs années, qui est effectif également au niveau des bureaux des unités de développement de l'intérieur comme du Sénégal. Et dans le cadre d'espèce du bureau de Dakar Port Centre, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, il y a moins de papiers qui sont déposés au niveau des bureaux, parce que toute la liasse documentaire qui était en tout cas nécessaire au traitement est aujourd'hui prise en charge par le système Gaïndé intégral. Et de ce point de vue, le télétravail, en tout cas, est un moyen efficace
qui permet de réduire le contact, mais aussi d'assurer la continuité du service. Cette procédure normale et réglementaire est érigée en norme internationale. La douane sénégalaise l'a adoptée et adapté son cadre juridique. Avec le nouveau code des douanes, il fallait nécessairement prendre en charge cette question de la dématérialisation. Donc, le manifeste électronique, ça n'existait pas. C'était un dépôt physique d'une liasse de papier. Donc, un navire pouvait te faire jusqu'à 1000 TC. Donc, c'était un document assez important. Le manifeste n'est variété. Jusqu'à présent, c'est déposé, mais nous, à notre niveau, on ne reçoit pas le manifeste. On reçoit pas le manifeste physique, mais le manifeste électronique, donc qui est enregistré, et les articles manifestes nous permettent de travailler directement lorsque la déclaration est enregistrée par le déclarant. On a un système totalement dématérialisé. Les gens utilisent ces passerelles-là pour déposer leurs déclarations à partir de leur bureau. La démat est une remède pour le coronavirus. À la brigade MOL 8, les usagers sont tenus de respecter de manière stricte les mesures. Ici, c'est un dispositif qui est mis en place. Port de masque obligatoire, distanciation sociale exigée. Nous recevons plus d'une centaine de personnes par jour, avec en moyenne 300 dossiers en moyenne par jour, ou bien parfois un peu plus. Donc, pour entrer dans le siège de la brigade, obligatoirement, il faut un masque. Et il faut aussi se faire tester par le thermoflash. Le centre médico-social intègre aussi le dispositif de riposte. C'est ici le laboratoire de riposte douanière contre le coronavirus. Ce centre fait partie du dispositif parce que, comme vous le savez, nous sommes en état de guerre sanitaire. Et dès que les premiers cas ont été détectés, le directeur général des douanes a pris toutes les dispositions pour que nous fassions partie de l'équipe de lutte, de l'équipe de guerre. Donc dès le 28 février, une note a été prise, un message a été fait plutôt aux agents pour leur demander de respecter les prescriptions sanitaires édictées par le ministère en charge de la Santé. Il y a une mise en place d'une cellule de veille et d'alerte ici au niveau du centre. Et cette cellule est chargée de coordonner l'ensemble des actions de lutte. Donc c'est calibré en fonction de la situation. On évalue la situation et on prend les mesures idoines pour faire face, pour protéger les agents des douanes, mais les usagers, également les usagers du service. Des stratégies de communication interne et externe déployées pour mettre les agents et les usagers au même niveau d'alerte. Le protocole qui est préconisé par les services sanitaires, le protocole est également détaillé, expliqué aux agents. Parce que quand il y a une réorganisation du service, les conditions de travail sont modifiées. On est obligé de partager donc, cela avec les usagers, nos partenaires, et nous avons également recueilli leur avis et observations. C'est donc tout un dispositif qui est mis en place par la douane avec son expérience de gestion de pandémie ou de certaines maladies comme Ebola. La douane est donc un maillon essentiel dans la lutte contre le Covid-19. Credo, protéger les hommes et les usagers pour protéger l'économie. Le rôle des forces de l'ordre dans la gestion des pandémies et autres catastrophes, c'est le thème de la fête de l'indépendance. La police est au cœur de la stratégie de lutte contre le Covid-19 en sensibilisant, mais aussi en protégeant les frontières. Reportage Néa Deja. Vérification de température et des règles d'hygiène, sensibilisation. La police est au cœur de la lutte contre le coronavirus. Avec la porosité des frontières et leur nombre important, la police nationale est la première unité de lutte contre cette pandémie. Si le contrôle sanitaire aux frontières se fait au niveau aérien, au niveau terrestre, donc pour la plupart des cas, donc c'est nous qui en fait suppléons les unités sanitaires dans le cadre de cette lutte. Puisque nous sommes présents donc, dans tous les points officiels, ce que la santé ne peut pas faire, donc nous sommes censés le faire. Et dans ce cadre, je voudrais souligner donc, que le ministère de la Santé a pris les devants. Donc, au cours de l'année 2019, ils ont dispensé des formations dans la prise en charge des aspects épidémiologiques et, disons, sanitaires du contrôle au niveau des frontières. Donc, pratiquement tous nos agents ont été formés. Depuis les premiers cas de Covid-19 signalés, la police a permis d'identifier les personnes en jouant un rôle majeur dans le renseignement. Nous avons un rôle de recherche
de collecte et de centralisation du renseignement, donc transfrontalier. Donc à ce titre, nous sommes les primo-intervenants donc, lorsque quelqu'un rentre au Sénégal. Et vous avez entendu le problème des cas importés, donc, qui sont forcément passés par nos frontières et donc passés entre nos mains. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes en fait la première unité de lutte donc, pour ce qui concerne l'ensemble en fait, du dispositif qui est mis en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, la police nationale s'est dotée d'un plan de riposte pour parer à toute éventualité. Et pour mieux faire comprendre le rôle des forces de l'ordre, le thème de la célébration de l'indépendance du Sénégal est en lien avec leur implication en temps de pandémie et autres catastrophes. La sécurisation des frontières est dévolue à la police des frontières et à la douane, mais depuis que le coronavirus a été détecté au Sénégal, l'armée est venue en renfort dans la région de Matam. L'armée en tête des forces de défense et de sécurité a érigé ses quartiers dans toutes les zones frontalières pour s'assurer du respect de l'état d'urgence pour éviter la propagation du virus. Fatmata Banelba. Des pirogues à quai, la traversée interdite, une gare routière déserte, l'économie du village de Gourel Oumarli frontalière avec Kaïdi à l'arrêt. La fermeture des frontières entre la Mauritanie et le Sénégal pour cause de Covid-19 a plongé cette bourgade dans la léthargie. Et pour veiller au respect strict de la mesure, l'armée a érigé ses quartiers dans la zone. Nous menons des patrouilles toutes les nuits, entre 20h jusqu'à l'aube, avec les autres forces de défense et de sécurité sur l'étendue de la région de Matam. Mais nous sommes également présents ici, au niveau de la frontière, parce que vous savez que depuis le 21 mars, les deux présidents ont convenu de la fermeture de la frontière commune. Et nous sommes là également pour acter cette décision gouvernementale. En ces temps de pandémie, l'armée est déployée dans toute la région de Matam, surtout au niveau des frontières. Toutes les forces de défense et de sécurité travaillent en synergie pour le respect de l'état d'urgence. Au niveau régional, quand même, la coordination elle est très bonne entre les forces de défense et de sécurité. Nous nous réunissons régulièrement entre forces de défense et de sécurité. Et nous nous réunissons également régulièrement avec notre autorité administrative qui est le gouverneur, ce qui nous permet vraiment au niveau régional d'avoir une action concertée mais surtout complémentaire dans le but de garantir la sécurité des personnes et des biens dans toute la région de Matam. Nous en avons profité également pour ouvrir les postes non officiels, les postes qui auparavant n'étaient pas pourvus d'éléments. Présentement, donc, on peut dire qu'au niveau de tous les points de passage non officiels, l'armée est présente, la gendarmerie, plus la police des frontières qui était là bien avant. L'armée mène aussi des actions de sensibilisation au niveau des populations. Présentement, c'est ce que nous faisons le long de la frontière. Nous contribuons à cette sensibilisation en parlant aux différentes notables qu'on rencontre au niveau des différentes localités de la région. Tout au début, c'est la police des frontières qui était là, avec la gendarmerie. Après, on nous a renforcés avec l'armée pour la surveillance des frontières. Nous collaborons étroitement avec toutes ces forces de défense et de sécurité. Elles nous appuient beaucoup, surtout dans la sensibilisation. Le service d'hygiène aussi est venu apporter sa contribution. Face à l'agressivité du Covid-19 et sa rapide progression, des djambars sont déployés dans toute la région de Matam. De Dembankane à Gourel Oumarli en passant par Barkédi, ils sont aux côtés des autres forces de défense et de sécurité pour veiller au respect des mesures édictées en cette période de pandémie. La Légion de la gendarmerie Est, une des 6 entités territoriales du Sénégal, elle englobe les régions administratives de Tambacounda et Kédougou. Quel rôle joue cet état-major basé à Tamba dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens? Élément de réponse dans ce reportage de Tchorodjan. 3 compagnies déployées au niveau de Tambacounda, Kédougou et Bakel. Des forces d'intervention qui s'articulent autour de 4 unités mobiles, des brigades et des postes de gendarmerie opérationnels. Telle est l'architecture de la Légion Est de la gendarmerie. 2 brigades. Donc ces 2 brigades sont des brigades spécialisées. Nous avons la brigade de recherche qui est une unité spécialisée dans l'action judiciaire, mais vraiment dans des enquêtes pointues et particulièrement des enquêtes portant
sur la lutte contre la grande criminalité, notamment le démantèlement des bandes de malfaiteurs et de braqueurs pour lesquels nous avons opéré beaucoup d'arrestations donc, au courant de l'année 2019. Nous avons la brigade routière, qui est une unité spécialisée dans la sécurité routière. Pour lutter contre la grande criminalité transfrontalière, une unité d'élite a été portée sur les fonds baptismaux, le groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci. Ce sont des actions préventives qui nous permettent d'occuper le terrain afin de fermer toutes les fenêtres d'opportunité donc des malfaiteurs. Mais il y a aussi donc la mission de prévention de la menace terroriste dans un contexte particulier. Face à certaines menaces comme l'exploitation illicite de l'or, la gendarmerie contribue pour assainir le secteur. L'exploitation minière illicite qui avait été trouvée donc, à l'intérieur du parc Nyokolokoba également faisait partie des exploitations démantelées et naturellement toutes les personnes qui étaient impliquées, en tout cas présumées impliquées dans cette affaire avaient été présentées à monsieur le procureur de la République et cette affaire avait été en tout cas démantelée. Dans la région de Tambacounda, la coupe abusive de bois ne faiblit pas. Malgré la ténacité des agents des eaux et forêts, la gendarmerie vient souvent en appoint pour démanteler les réseaux de trafiquants. C'est un domaine de compétence spécifique de nos camarades des eaux et forêts que nous appuyons sur leurs demandes au passage, mais également nous menons parfois des actions autonomes dans le but de lutter contre ce fléau qui pose un véritable problème, particulièrement dans le secteur de Makakouli-Bantan, et nous menons des opérations également dans ce sens-là, soit de manière autonome ou également donc, en rapport avec nos camarades des eaux et forêts. La mutualisation des forces de défense et de sécurité, une réalité dans les régions de Tambacounda et Kédougou. Pour barrer la route aux malfaiteurs, des opérations combinées sont souvent menées. C'est le cas dans ce contexte de lutte contre le Covid-19. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de votre attention. Vous pourrez suivre tout juste après le journal en Wolof qui vous sera présenté par Fanta Bachi. Au revoir.